On est dans la dissuasion, finalement. Parce que tout le monde s'affronte, même les alliés s'affrontent les uns avec les autres, même nos alliés de toujours sont parfois nos concurrents, nos ennemis, sur des problématiques industrielles, sur des problématiques commerciales, sur des problématiques géopolitiques. Et c'est un sujet où on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une notion de course à l'armement, donc on peut se le dire très clairement. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui va gagner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester sur le côté. Et c'est ça, pour moi, la belle définition de la souveraineté, c'est la capacité à garantir un équilibre économique, une sûreté économique pour ces entreprises, pour ces individus, pour ces données. Aujourd'hui, on n'est pas assez compétitif. Et quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique et même ne serait-ce qu'au Canada, les mécaniques de financement de l'investissement sont bien plus fortes, d'aide, d'accompagnement des entreprises à l'investissement dans le domaine de la recherche. Est-ce qu'il y a un effet bulle ? Je ne pense pas qu'on soit dans un effet bulle encore. Arthur Bataille, bonjour. Bonjour Jérémy. Et bienvenue dans Le Cercle, l'émission débat Risque Intel Média où on parle de tech, géopolitique et cyber, on ne s'interdit rien. Bienvenue notre émission et vraiment merci de nous avoir rejoints. Arthur, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, start-upper, bref, vous avez plein de casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un peu plus sur vous ? Moi, je suis le dirigeant d'un groupe qui s'appelle Neverac. C'est assez récent puisqu'on vient de changer de nom, on s'appelait Prophétie. On était dans une dynamique d'avoir créé un écosystème autour du conseil de l'expertise dans les domaines de la cybersécurité, donc plutôt les mains dans le cambouis initialement, puis on a évolué sur le conseil stratégique, notamment par biais d'une acquisition d'Harmony Technologies en juillet 2022, et la partie Pentest avec Open Cyber en mars 2022. Et l'année 2022 a été riche en activités, qui nous a permis de monter à plus de 600 personnes aujourd'hui. Et ce qui nous a en fait transporté, c'était notre capacité à pouvoir innover. Et ça, j'aime bien le qualificatif start-upper, même si aujourd'hui j'ai mis un costume pour faire honneur à cet événement. Mais des baskets. Mais des baskets. Il y a des réflexes qui restent. L'enjeu pour nous, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte de se dire comment allait se produire la cybersécurité, et donc d'avoir une vision de ce qu'allait devenir la cybersécurité, notamment dans la problématique d'agrégation de talents. Et en 2019, on a créé un produit, une plateforme de cyberentraînement qui s'appelle Scylla. Et c'est ce qui nous a aidés à grandir, à faire de la croissance organique, mais également à convaincre des talents de nous rejoindre, aussi bien au niveau entreprise, avec les acquisitions, parce que ce sont des gens qui ont rejoint l'aventure, qu'au niveau d'individus qui sont venus faire leur carrière, et j'espère très longue, dans nos équipes. Ok, c'est très intéressant. Merci pour ce court résumé. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous évidemment de la cybersécurité, mais aussi plus que de l'aspect technique, de l'aspect entrepreneurial, de l'écosystème de la cybersécurité, et puis avoir la vision d'un entrepreneur, parce qu'on entend beaucoup évidemment d'intellectuels ou de politiques s'exprimer sur la structuration de cet écosystème, mais j'aimerais bien avoir le point de vue de quelqu'un qui a, comme vous l'avez dit, les mains dans le cambouis et qui connaît son business. Donc vous êtes à la tête de plusieurs sociétés, enfin d'un groupe, donc Neverac. Moi, ce que j'aimerais comprendre, Arthur Bataille, c'est l'écosystème de la cybersécurité en France. Comment est-ce qu'il est structuré ? Est-ce qu'on est face à quelques grands groupes qui se taillent les croupières les uns les autres, une multitude de petits acteurs ? Comment est-ce que ça se présente schématiquement en France aujourd'hui ? L'écosystème, il est assez diversifié. Alors, c'est une réponse simple de dire ça, mais il vient des grands groupes. Parce qu'en fait, finalement, la sécurité IT et ce qui est devenu la cybersécurité, ça vient des grands groupes, ça vient des grands industriels, notamment dans le milieu de défense, et c'est même d'ailleurs de nos clients historiques. Elle s'est déployée, elle s'est développée au sein des grands comptes, des grandes banques, des grands assureurs, des grands sujets autour du retail. Aujourd'hui, elle est partout dans les grands groupes. Et de ce fait, il y a un écosystème assez innovant de plein de produits, de plein de solutions qui ont émergé. On en fait partie un petit peu, mais il y en a d'autres, je ne citerai pas parce que c'est à eux de faire leur communication. Mais ils la font plutôt bien et on en entend beaucoup parler, et pas simplement sur, on va dire, le sujet français, l'écosystème français, mais également de plus en plus à l'international. Et ça fait plaisir parce que c'est le rayonnement de la France qui vient grâce à eux.
et par l'excellence de leurs produits. C'est ça que finalement on attend, nous, c'est d'avoir des produits qui sont des fers de lance de l'excellence française dans le domaine de la cybersécurité. Très intéressant. Et pour nos auditeurs qui ne s'y connaissent pas forcément, je vais vous poser une question qui va vous paraître un peu bateau, mais concrètement, c'est quoi la cybersécurité? Si vous deviez l'expliquer à ma grand-mère, par exemple. J'aime bien cette question parce qu'elle nous force à arrêter d'utiliser des termes complexes. Moi, j'aime bien l'expliquer avec le sujet de la maison, parce qu'en plus, si je m'adresse à votre grand-mère, son intérêt, c'est de se dire, elle connaît bien sa maison et elle ferme la porte quand elle sort de chez elle, potentiellement elle met l'alarme, elle fait attention à ce que les fenêtres soient fermées, les volets, et quand elle parle longtemps, elle met potentiellement même une petite pancarte pour dire que sa maison est sécurisée. C'est un peu ça, mais au niveau des entreprises, au niveau de l'IT. Et en fait, quand on a des choses précieuses, on a envie de les sécuriser, de les mettre dans les endroits un peu cachés. Et donc, elle va mettre sous le matelas, caché dans un recoin, pas forcément celui auquel on s'attend, sa liasse de billets, j'espère qu'il en a, ou potentiellement ses bijoux ou les souvenirs de famille. Et c'est ça la cybersécurité, c'est de savoir cacher vis-à-vis de l'extérieur, alors qu'on se dit qu'on est sans cesse sous la menace d'une introduction, de quelqu'un qui vient, qui pénètre chez vous. Et en fait, finalement, se pénétrer chez vous, c'est pénétrer dans votre système, c'est pénétrer dans vos données personnelles. Et ça ne s'arrête plus forcément qu'au monde des entreprises, ça vient même sur le monde du particulier, de l'individu, de la personne. C'est une explication très terre à terre et très concrète. Donc finalement, il faut faire avec nos actifs immatériels, finalement aussi attention qu'avec nos actifs matériels. On peut faire beaucoup de mal avec un actif immatériel, notamment nos données personnelles. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est habitué à utiliser toutes ces données, tous ces services qui nous sont proposés en ligne, tous ces réseaux sociaux, tous ces moyens extraordinaires qui finalement nous simplifient la vie pour beaucoup de sujets, mais qui la complexifient quand ça ne va pas bien. Et généralement, on ne pense pas au moment où ça ne va pas bien, on ne pense pas au moment où il y a quelqu'un qui utilise ces données à vos dépens. Et notre métier, à nous, dans le domaine de la cybersécurité, c'est d'aider nos clients. Et pas simplement juste avoir une vision de se dire j'ai une solution qui est parfaite pour tous mes clients, mais plutôt de dire qu'il y a une pluralité de solutions et qu'elles sont toutes adaptées en fonction de la typologie du client. Je ne vais pas proposer la même chose à un grand groupe que celle que je vais pouvoir proposer à une entreprise industrielle ou à une TPE, à une PME, ou même un individu, un particulier qui cherche à comprendre les enjeux de la cybersécurité. Et j'en reviens toujours à ma grand-mère ou à mon cousin, on va redescendre dans les générations, mais pour beaucoup de profanes, on a l'impression que la cybersécurité, c'est je télécharge un antivirus, gratuit évidemment, et puis voilà. Oh, c'est déjà pas mal s'ils ont téléchargé un antivirus, même s'il est gratuit. Je pense que c'est intéressant de parler de votre cousin parce que c'est peut-être la population la plus à risque, surtout s'il a à peu près nos âges. Votre grand-mère, finalement, elle n'utilise pas énormément Internet, pas énormément les réseaux sociaux, un peu plus qu'avant. Elle est plus vulnérable parce que potentiellement, elle a moins les mécaniques qui pourraient être les mécaniques d'attaque et d'usurpation d'identité, parce qu'elle a moins la connaissance de ce nouveau monde. Mais finalement, elle est moins exposée en termes de données. Votre cousin, plus, parce qu'il vit dans ce monde numérique, il est de la nouvelle génération et c'est une population à risque. Et malheureusement, on a beaucoup de gens qui pensent savoir et qui ne connaissent pas même les b.a.-ba de l'hygiène numérique. Le problème, c'est que plus on utilise Internet, plus on devient addict. Hein, on est dans l'addiction, comme une drogue, mais là, par rapport aux réseaux sociaux. Et finalement, sa vie tourne autour de ça et on a une représentation de sa personne qui se fait maintenant sur Internet. Il y a plein de questions qui se posent. Quel est son usage des réseaux sociaux, les problématiques de cyberharcèlement à l'école, c'est des sujets qui sont quand même durs, hein, surtout quand on commence à être parent, on se pose des questions pour ses enfants. C'est mon cas. Est-ce que du coup, il faut proscrire cet usage d'Internet alors que finalement, c'est ça l'avancée de l'humanité, c'est d'avancer sur cette connaissance totale, plurale, qui est liée à l'ouverture d'Internet. Moi, je n'ai pas envie de le proscrire, parce que finalement, c'est un merveilleux outil et c'est ma passion. Mais par contre, il faut avoir un usage qui est cohérent. Et il faut avoir une capacité, déjà une responsabilisation pour les parents, une responsabilisation au niveau des entreprises et une responsabilisation en tant qu'individu dans son usage. Et donc l'antivirus, oui, très bien, même s'il est open source, c'est mieux que rien. Mais c'est plus des bonnes pratiques. C'est plus ne pas communiquer son adresse mail à n'importe qui, n'importe quoi, savoir mettre en place une boîte mail que je vais appeler poubelle, qui permettra de récolter tout un tas de spam, parce que c'est là les zones de friction. C'est avoir une politique de mot de passe qui est éclairée.
et pas absurde. Ça ne sert à rien d'avoir un mot de passe que vous allez oublier et que vous allez finalement faire une procédure de renouvellement de mot de passe tous les 2 jours, mais d'avoir un mot de passe que vous maîtrisez bien, que vous allez modifier, amender en fonction des plateformes sur lesquelles vous allez aller. Et alors le mieux, c'est d'avoir un outil qui vous permet de gérer vos mots de passe en ligne. Ça, c'est ce qu'on va dire à l'individu. Et après, aux entreprises, on va leur dire de ne pas s'arrêter simplement à la frontière de la société, parce que le monde a changé, et aussi de s'occuper de l'individu. Parce qu'on ne peut plus s'occuper que de la sécurité IT, de son infrastructure, de ses murs. Il faut s'occuper aussi des gens qui sont comme dans un aéroport, qui arrivent, qui sortent et qui rentrent potentiellement avec des vulnérabilités ou des menaces. Bon, c'est très intéressant cet aspect humain. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, en préparant cette interview, j'ai un peu regardé évidemment ce que vous faisiez, et qu'il y a tout un ensemble de professionnels de la cybersécurité qui s'activent dans l'ombre. J'ai parlé des antivirus, certes, mais vous avez parlé de pentest tout à l'heure, notamment, voilà, quand une application arrive quelque part sur le marché, il y a eu, normalement, on l'espère, tout un ensemble de travail avant sur sa conception, les différentes failles qu'elle peut inclure, idem pour les objets connectés. On essaye de faire attention, et j'imagine que c'est aussi ça le travail des professionnels comme vous de la cybersécurité, de faire en sorte que le consommateur, au-delà des bonnes pratiques que vous avez citées, puisse avoir des produits a priori, j'imagine, les plus sécurisés possibles. Oui, alors après, il y a toujours une problématique, c'est que le niveau de sécurité est instantané. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous allez définir que vous avez un certain niveau de sécurité qui est plutôt fiable. Mais vous avez une évolution finalement des menaces, de la technologie, qui fait que vous pouvez vous penser dans une situation de sécurité sur votre produit, votre solution. Et puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, même un jour plus tard, vous retrouvez complètement atterré parce qu'il y a une nouvelle vulnérabilité qui a été découverte et finalement votre produit que vous pensiez sécurisé, qui avait été pentesté, il y a un nouvel état de l'art en termes de vulnérabilité qui a été découvert. Juste petite parenthèse, pouvez-vous définir pentester? Oui, excusez-moi. J'avais promis que je ne le faisais pas pour votre grand-mère. Oui, elle regarde d'ailleurs, elle vous dit bonjour. Bonjour. Pentester, ça veut dire penetration test, donc c'est-à-dire test de pénétration en français. On fait des choses très compliquées avec les mots anglo-saxons qui sont raccourcis. C'est ni plus ni moins qu'à partir d'une vision, entre guillemets, connue, on va tester des mécaniques de vulnérabilité avec des outils, des produits, des solutions. Ce qui n'est pas la même chose pour la Red Team, où on est, entre guillemets, de l'autre côté, comme si on était un attaquant. On n'a pas une connaissance réellement du système, de l'infrastructure, du client, mais on va essayer de rentrer. Alors, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue logiciel, informatique, réseau. C'est un peu comme les crash tests pour les voitures, quelque part. On essaye de... C'est pas mal comme vision. J'aime pas trop le crash test parce que ça se termine pas bien, mais c'est pas le rôle des pentesters ni des red teams, parce qu'elles ne sont pas là pour casser, mais pour détecter des vulnérabilités. Je veux dire que c'est plus la qualité de la voiture pour faire en sorte que quand elle passe le crash test, en fait, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts pour les personnes. Bonjour les amis, ce message pour remercier le sponsor de la vidéo, à savoir le Risque Summit. Le Risque Summit, c'est un événement B2B dédié à l'intelligence économique et à la cybersécurité qui se tiendra le 7 mars 2024. Si vous appréciez cette vidéo ou que vous avez aimé nos entretiens avec Alain Juillet et Maître Amir Aslani sur les sanctions internationales, sachez qu'ils sont parrains du Risque Summit et intervenants s'agissant de Maître Amir Aslani. Par ailleurs, vous devriez apprécier ce cycle de conférences. Elles traiteront notamment de crise de l'information, de géopolitique et d'intelligence économique. Ces conférences seront diffusées en ligne et en live, donc pas besoin de vous déplacer. Il suffit de vous inscrire sur le lien en description de la vidéo pour y assister. Et puis évidemment, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker, à partager, à commenter. C'est très important pour le référencement et cela nous permettra de vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. Allez, c'est parti, on retourne à cet entretien. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur une intervention de Frédéric Pierucci, donc, qui est expert en intelligence économique maintenant, après son passé connu donc, chez Alstom, je ne vais pas y revenir, lors du Risque Summit 2023, qui, face à un parterre donc, de professionnels de la cybersécurité, a déclaré que, selon lui, et j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il a dit, l'écosystème de la cybersécurité était tellement éclaté en petites et moyennes entités, en France, comparé aux États-Unis, que finalement, cela
rendait ces sociétés, ces entités vulnérables par rapport à d'éventuelles influences étrangères, voilà, de sociétés peut-être plus grosses ou avec plus de capital. Est-ce que c'est un problème, cette diversité et cet éclatement en petites sociétés, ou est-ce que c'est une force? C'est un Votre avis? problème. C'est un problème et je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème cyber français s'est fédéré. Il s'est fédéré autour, par exemple, du PEC, du pôle excellence cyber. Il s'est fédéré autour d'Exatrust. Il s'est fédéré autour du campus cyber de Michel Vandenberg. Qui sont notamment des associations professionnelles qui fédèrent des différentes organisations, c'est ça? C'est exactement, associations ou entreprises. Et finalement, on est en train de se regrouper malgré tout et d'apprendre à travailler les uns avec les autres. Le problème, c'est qu'on a toujours été dans un système français où on n'a jamais regardé ce que faisaient les voisins pour travailler avec lui sur le produit, la solution complémentaire, mais plutôt dans une dynamique de se dire « je vais essayer de faire le produit que le voisin est en train de faire ». Il y a un peu ce côté-là où il y a plein de solutions qui ont émergé sur plein de thématiques, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Et finalement, il n'y a pas réellement une synergie qui se crée entre des acteurs qui ont chacun des sujets très intéressants et qui vont finalement compléter la cartographie des solutions et des produits. Ce que font d'ailleurs les Américains et les Israéliens, ils se fédèrent, ils créent des solutions, des méga produits avec différentes briques et solutions qui sont imbriquées les unes avec les autres, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces et intéressants. Moi, je crois à cette capacité qu'on a à créer l'excellence et je pense que c'est ça finalement notre enjeu majeur, c'est d'être les meilleurs. C'est pas de regarder les autres en se disant on va pas travailler avec eux parce que c'est pas souverain. J'ai pas cette vision-là, moi. Moi, j'aime les artisans, j'aime le produit au-dessus du lot. Et je pense qu'il faut que nos arguments ils soient dans cette dynamique-là. Et pour que nos produits soient au-dessus du lot, il faut qu'ils apprennent à travailler les uns avec les autres. Et moi, j'adore quand je trouve des merveilleux produits sur le marché français et avec une accessibilité qui est encore plus forte et qu'on arrive à mettre en place des synergies, alors que ce soit dans la distribution, le service, mais également sur la partie formation. Et c'est passionnant parce que on rentre dans le détail de leur fonctionnement du produit, de l'utilisateur, on forme nos équipes et on forme aussi potentiellement leurs clients. Et là, on crée une synergie. Donc ça, c'est à notre niveau ce qu'on est capable de faire donc sur du service, sur du produit et de la formation. Donc finalement, cet éclatement peut être une forme de vulnérabilité, mais ce que vous nous expliquez, c'est qu'on est en train d'y trouver des solutions, notamment en apprenant à travailler ensemble, quoi. Mais on n'a pas le choix. Ouais. En fait, de toute façon, c'est jamais positif de prendre une seule et unique solution. Parce qu'en fait, finalement, vous avez un seul point d'accès avec une vulnérabilité à exploiter. Alors, si vous avez un amoncellement de solutions, c'est plus compliqué, parce qu'il va falloir trouver des vulnérabilités dans différentes solutions. Donc, j'aime bien le fait qu'on utilise plusieurs produits. Encore faut-il qu'ils puissent être interconnectés, qu'ils puissent fonctionner les uns avec les autres. Mais à partir du moment où on fait des bonnes architectures, des sujets bien maîtrisés d'un point de vue technique, on va augmenter le niveau de sécurité en ayant plusieurs solutions, plusieurs produits, parce que plusieurs couches avec pas exactement le même filet pour retenir les attaques. Très intéressant. Et vous l'évoquiez, vous l'avez évoqué rapidement, mais on va y revenir dessus, hein, sur cette question de la souveraineté. Mais au fond, la cybersécurité, c'est de la sécurité. Et a priori, les attaques, elles peuvent venir de criminels. Elles peuvent aussi venir d'influences étrangères. On l'a vu notamment avec, c'est très dit dans les médias sur les attaques russes, mais aussi l'espionnage industriel américain, mais aussi chinois, espionnage industriel chinois. Donc, fondamentalement, c'est un sujet qui n'intéresse pas que ma grand-mère, a priori, mais qui intéresse aussi les États, et notamment l'État français. Donc, moi, ma question, c'est ça, c'est quoi le rapport de l'État à la cybersécurité, concrètement? Comment vous le voyez, vous? C'est une obligation de trouver des moyens et des solutions pour se prémunir et garantir la stabilité économique de la nation. Et c'est ça, pour moi, la belle définition de la souveraineté, c'est la capacité à garantir un équilibre économique, une sûreté économique pour ces entreprises, pour ces individus, pour ces données. Donc c'est en cela où l'État se structure autour du sujet de la cybersécurité, qui est plural, hein, parce que ce mot est un peu fourre-tout, hein, cyber, on y met beaucoup de choses. Vous avez des sujets techniques, comme vous avez des sujets très géopolitiques, vous avez des sujets d'espionnage, par contre c'est passionnant, ça c'est sûr. Je pense que l'enjeu de l'État, c'est d'arriver à trouver un écosystème sur lequel il va s'appuyer pour rayonner et montrer de sa force.
On est un peu comme dans la dynamique de la course entre les Américains et l'URSS pour la Lune. L'objectif est de démontrer sa puissance technologique. Et on est dans cette dynamique-là aujourd'hui dans la guerre entre les États. Dans la capacité à montrer que les États ont une puissance technologique, que même avec l'avènement de l'IA et de tout ce qui est en train de se passer, qui va être un jour appliqué à la cybersécurité, que nous, on applique à la cybersécurité, donc c'est demain, hein, on est en plein dedans, l'État rayonne par son écosystème, par ses entreprises, par son expertise, et finalement, il fait peur aux autres. On est dans la dissuasion, finalement, parce que tout le monde s'affronte, même les alliés s'affrontent les uns avec les autres, même nos alliés de toujours sont parfois nos concurrents, nos ennemis, sur des problématiques industrielles, sur des problématiques commerciales, sur des problématiques géopolitiques. Ouais. Donc l'intérêt de l'État, c'est d'avoir un écosystème cyber français le plus fort possible, quelque part. De Oui. fédérer autour de lui un écosystème cyber français, de fédérer autour de lui un écosystème qui a la capacité de ses ambitions. Ok. C'est ce que je pense. Et ben justement, parlant de cet État, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais quand même revenir là-dessus. On a une question, une inquiétude qui monte beaucoup en Europe comme en France sur cette question de la souveraineté numérique au sens large. Évidemment, si numériquement nous ne sommes pas protégés, a priori, ça veut dire qu'il va être compliqué d'assurer notre souveraineté. Mais ce concept de souveraineté numérique qui est au cœur finalement de l'écosystème de la cybersécurité, pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que comment aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il faut faire de l'autarcie comme la Corée du Nord? Est-ce qu'il faut être complètement ouvert, se passer des solutions américaines, par exemple, qui sont voilà, des GAFAM notamment? Comment est-ce qu'on voit ça quand on a les mains dans le cambouis, qu'on gère une entreprise, voire plusieurs entreprises, et qu'on doit être à la fois performant et en même temps s'assurer de permettre à ses clients d'avoir la souveraineté de leurs données. Donc voilà, qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette inquiétude un peu diffuse qui revient souvent sur le devant de la scène, mine de rien? Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et il faut arrêter de regarder des chimères en se disant qu'en travaillant avec des solutions américaines, des GAFAM, en travaillant avec des solutions chinoises, on va détruire les problématiques de souveraineté de nos données. Ce qui est sûr, c'est que si on fait mal notre travail, si on n'a pas des produits exceptionnels qui émergent, on perdra. Donc on sera obligé de toute façon de passer par ces solutions-là. C'est déjà le cas pour énormément de choses, pour énormément de composants électroniques, pour la majorité de nos postes de travail, pour la majorité des équipements. Il y a plein de solutions qui émergent et qui se différencient par de l'expertise, par des petits trucs en plus qui font qu'elles sont sélectionnées, elles sont choisies par les grands groupes qui sont les gros acheteurs. Donc c'est l'excellence qui va nous permettre de passer devant. Après, moi je pense qu'il ne faut pas se fermer des marchés. Moi, je n'ai pas envie de me dire que ma vision, elle est uniquement en France et en Europe, même si le marché est énorme et que j'ai énormément de choses à faire et que c'est mon emplacement, ma base, la base de l'ensemble de notre activité, de notre origine. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que ce n'est pas les mêmes mécaniques, parce qu'il y a des marchés qui sont également profonds, parce qu'on a aussi des choses différenciantes. Et je pense que vous posez la question par rapport à un entrepreneur. Je pense que vis-à-vis de mon métier et de mon rôle, c'est d'identifier des opportunités là où je pense que je suis plus compétitif que les autres. C'est pas de me poser la question de savoir si je vais pouvoir aller concurrencer un géant américain sur sa solution de cloud. Je sais que je le ferai pas. Donc moi, je vais me concentrer sur des choses que le géant potentiellement américain ou le géant chinois ne fera pas. Où je sais que je vais être meilleur que lui parce que j'ai un mindset, j'ai une capacité d'innovation, j'ai une capacité de retournement dans mes choix et mes solutions qui va être plus importante et plus conséquente. Et qu'on a aussi des excellences à la française. Et je n'ai pas à rougir des experts et des expertes qui sont dans nos équipes, qui sont dans 90% des cas français. Et qui vont être de plus en plus européens, de plus en plus potentiellement canadiens et potentiellement un jour nord-américains au global. Ce qui m'intéresse, c'est de fédérer autour de nous cette force et cet écosystème et d'utiliser les moyens qui me sont donnés, même si ce sont potentiellement par le biais de solutions de clients qui sont des solutions extérieures, des solutions américaines. Après, mon rôle, c'est de bien conseiller mes clients. En tout cas, c'est le rôle de mes experts et de mes expertes pour trouver le bon levier entre le principe de précaution, le choix technologique
et un principe de sûreté, de sécurité finalement des informations et des données, où il y a plein de solutions qui existent sur le marché qui permettent de s'assurer sa souveraineté en termes numériques. Mmh. Donc on voit que votre approche finalement, elle est, on va dire, granulaire et dans la complexité par rapport à ça. On ne peut pas se permettre d'être dans la posture finalement quand on est entrepreneur. J'aurais aimé utiliser le mot granulaire, mais c'est bien ça. J'aime pas le côté clivant en disant je ne travaillerai pas avec des Américains. Si j'ai aujourd'hui une entreprise, une solution américaine qui me propose des choses intéressantes et pertinentes et performantes pour mes clients ou même pour mes solutions et mes produits, je ne me ferme pas à ça. Par contre, que je sois conscient des risques et que mon métier, ça soit de les gérer et de m'en prémunir, ça, finalement, c'est pour ça que je fais ce job et qu'il y a plein de gens dans la boîte qui le font, dans l'entreprise. C'est parce que ça nous passionne et que c'est ça l'enjeu. Non, c'est particulièrement passionnant ce que vous dites et notamment ce qu'on comprend de vos explications, c'est que au fond, en tant que chef d'entreprise, vous avez conscience de la conflictualité dans le monde des affaires et notamment des rapports parfois de concurrence qu'on peut avoir, y compris avec nos amis, n'est-ce pas? Et ce qu'on a beaucoup reproché aux chefs d'entreprise, alors pas forcément dans la cybersécurité évidemment, mais c'est d'avoir une vision purement économique, je dirais, des rapports d'affaires en oubliant parfois les rapports de force, d'influence qui peut y avoir entre États, et notamment la question de la guerre économique. Donc vous semblez avoir ça en tête, ça j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, mais la question c'est est-ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que vous rencontrez ont conscience de ça? Est-ce que c'est ou est-ce qu'on est sorti de la mondialisation heureuse vers une époque où on a un peu plus conscience, je dirais, ben oui, des rapports de force qui peuvent exister? Il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Il y en a beaucoup qui surfent sur cette vague de souveraineté avec, je veux dire, pour exagérer le terme souverainiste, en disant que c'est un argument commercial et marketing pour vendre des produits et des solutions. Et c'est pas faux. Dans le fond, ça marche avec certains marchés et ça peut être probant. C'est pas négatif d'avoir cette vision-là. Puis après, vous en avez d'autres qui se disent que de toute façon, ils n'ont plus le choix et qu'il va falloir qu'ils évoluent avec leur temps et leur époque et que finalement, l'État n'est pas suffisamment structuré pour faire du protectionnisme. Et finalement, on n'a pas envie de vivre en Corée du Nord et j'ai pas envie de vivre d'une certaine manière dans des États totalitaires. Donc, ce côté libéral, liberté, il s'applique pour nous, mais il s'applique aussi pour les autres et pour les pays même dans lesquels on pourrait distribuer nos solutions. Moi, j'ai envie de leur dire, vous avez des produits extraordinaires, arrêtez de vous réfugier derrière l'argument de la souveraineté, parce que finalement, je trouve que c'est pas juste, parce que vous pourriez rayonner tellement à l'international avec des produits, des solutions qui sont bien meilleurs que d'autres, que cet argument-là, en fait, je le trouve désuet. J'ai envie de leur dire, croyez en vous, investissez, allez chercher les capitaux, parce qu'il y en a, et qu'on a besoin de ça, et que si nous, on ne le fait pas, ne vous inquiétez pas que de l'autre côté de l'Atlantique, ils le font, ils investissent à fond, et ils ont trouvé les solutions pour investir sur ce sujet qui est, comme il est passionnant, et qu'il est crucial d'un point de vue économique, il est dans tous les mots, tous les cœurs, et il est l'avenir, parce que notre monde est baigné dedans, et on parle presque plus que quand on a le sujet du numérique et de la data, de la sécurité associée à ces thématiques-là, que finalement le moyen de l'usage, le stockage, c'est fini la révolution avec les smartphones. Maintenant, la révolution, c'est sur la sécurité et la protection des utilisateurs et des données. Et elle est là, la révolution à avoir demain, parce qu'on baigne dans ce monde-là. Et donc, nos solutions, elles doivent s'inscrire dans une vision internationale et mondiale. Passionnant. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en préparant cet entretien, donc j'ai noté que cette année-là, les levées de fonds dans l'écosystème de la cybersécurité avaient connu une explosion particulièrement phénoménale à 341 millions d'euros dans un contexte économique qui était pourtant a priori plutôt incertain. Donc est-ce que pour vous c'est finalement synonyme de cette excellence à la française qui commence, je dirais, à être qui est reconnue, ou est-ce qu'il y a un effet bulle? Je ne pense pas qu'on soit dans un effet bulle encore.
Ça a été un des seuls secteurs qui a été résilient, malgré toutes les problématiques et toutes les crises. Même la crise liée au Covid et au confinement a survécu, ce secteur a survécu à cette crise, et bien au contraire, il s'est renforcé. C'est-à-dire que le paradigme que nous avions de fonctionnement dans le monde du numérique, des entreprises et donc de la gestion de leurs infrastructures a complètement changé, où avant tout était cloisonné dans leur environnement et leur cercle, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et maintenant finalement les gens déportent leur poste de travail avec du télétravail qui s'est généralisé, avec tout un tas de sujets de problématiques de sécurité informatique dans le domicile et donc chez les particuliers. Donc, dire qu'il y a une bulle, je ne pense pas. Je le pense, j'en suis persuadé, au moins 10 belles années devant nous. Et en fait, chaque mouvement technologique que l'on est en train de vivre est une nouvelle opportunité. L'IA en est une. La blockchain en est déjà une et pas encore complètement exploitée. Demain, le quantique en sera une. Et ça fait peur à beaucoup de gens, hein, notamment des spécialistes du chiffrement qui se demandent comment on va faire quand on aura cette technologie-là. Tout est finalement une question du mythe de Prométhée et de se dire à quel moment on a un surpassement technologique qui fait que on va être obligé d'avoir une mutation forte, de trouver le nouveau moyen de sécuriser les entreprises, les données et les produits et les solutions. Et tant qu'on est dans cette mécanique d'innovation perpétuelle, de recherche, on a un potentiel de croissance qui est colossal. Et je pense même que, je n'ai pas parlé d'un sujet, mais qui va arriver très très fort, c'est la logique d'économie dans l'usage de la donnée, dans l'optimisation, et ce sont des sujets de sécurité aussi. Parce que plus vous sécurisez un produit, une solution, plus vous allez mettre des protocoles qui vont être gourmands en demande de calcul, de data, de stockage. Et donc finalement, ça va avoir un coût. Et comme on est dans une logique de rationalisation aussi sur ces problématiques énergétiques, on va se poser des questions différentes. Donc on fera la sécurité demain différemment, en cohérence avec ces problématiques d'optimisation. Donc ça laisse encore beaucoup de terrain assez intéressant et assez réjouissant d'un point de vue technique. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais avant de revenir sur cette question, j'aimerais bien vous entendre là-dessus de l'impact environnemental ou écologique de la cybersécurité et de l'IT, peut-être au sens large. Peut-être que vous avez des choses à nous dire là-dessus. Je serais intéressé d'avoir de votre point de vue. Mais avant d'arriver à ça, concrètement, ces levées de fonds servent notamment à l'innovation. Mais l'innovation en cybersécurité aujourd'hui, vous parliez de blockchain et d'IA notamment, mais c'est quoi l'innovation en cybersécurité aujourd'hui? Quel est le champ dans lequel on investit le plus? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Je crois comprendre que votre groupe en a développé. Est-ce que c'est encore la blockchain? Est-ce que, visiblement, il y a le quantique qui arrive bientôt. Donc on est sur quoi là aujourd'hui comme type d'innovation? Grosso modo, c'est quoi les grandes tendances, à votre avis? Alors, déjà, je pense que l'IA, c'est sûr qu'on est en plein dedans. Le mindset et le fonctionnement, la vision des individus, même du monde informatique sur l'intelligence artificielle a complètement changé avec ChatGPT. On était traités de fous, de potentiellement, parfois de précurseurs dans le sens positif et parfois de trop avant-gardistes dans des sens plus négatifs quand on parlait de l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est dans toutes les bouches. Et nous, on travaille dessus depuis 2016, même les balbutiements étaient en 2012. Donc c'est un vrai sujet qu'on exploite, qu'on développe depuis de nombreuses années. Et c'est un sujet où on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une notion de course à l'armement. Donc, il faut se le dire très clairement. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui va gagner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester sur le côté, sur le bord de la route, et il va falloir qu'on avance là-dessus parce que on est capable de démontrer que, par exemple, avec une de nos IA, sur la partie Red Team, on est indétectable par un SOC, que notre discrétion est telle, que la fréquence, la rapidité est telle, qu'on est indétectable par un Security Operations Center. Donc, c'est Voilà, un centre je vais vous demander de traduire cette phrase. Avec l'IA, sur la partie Red Team, on est indétectable par un SOC. La grand-mère a lâché. Les vieilles habitudes. Avec l'intelligence artificielle, donc un produit d'intelligence artificielle qui se comporte comme plusieurs humains, qui réfléchissent très très bien, qui sont capables de faire des attaques, donc en mode Red Team, sans connaître finalement la zone qu'ils vont attaquer. Red Team, c'est ceux qui attaquent.
c'est ceux qui attaquent, sans connaître l'adversaire et l'environnement de l'adversaire. Ok. On est capable de ne pas être détecté par la tour de contrôle, le centre de vidéosurveillance qui va détecter qu'il y a une intrusion dans les systèmes d'information des entreprises. Donc l'IA concrètement rend plus facile le travail des attaquants, a priori. En fait, Potentiellement. finalement, l'IA vous permet d'attaquer sans que l'entreprise soit au courant que vous ayez attaqué. Ce qui est grave, parce que en fait, la plus grosse problématique, c'est quand vous n'êtes pas conscient que quelqu'un est chez vous. Je me pensais à votre grand-mère, quand elle se retrouve avec le voleur derrière le rideau et qu'elle s'en était pas aperçue depuis des heures, elle n'est pas rassurée. Ouais. Sachant qu'une cyberattaque peut prendre parfois plusieurs mois pour être détectée en vérité. On a des attaquants qui vont rester en sommeil quand ils Bien ont sûr. découvert un point d'accès. Bien sûr, mais déjà, ils sont plutôt très bien organisés et très, très bons quand ils sont dans ce contexte-là, parce qu'aujourd'hui, les solutions, les produits sont innovantes et sont plus performantes qu'énormément d'attaquants. C'est ça aussi le paradigme de la recherche, c'est de réussir à trouver la solution qui permet de mieux protéger finalement les infrastructures et de mieux détecter des menaces, et donc les attaquants. Néanmoins, aujourd'hui, avec l'IA, c'est plus potentiellement un groupe d'attaquants, c'est des centaines de milliers de groupes d'attaquants simultanément, comme quand on a eu le trading haute fréquence qui s'est mis en place sur les marchés financiers. On en est à ce stade-là sur les enjeux de la cybersécurité appliqués à l'attaque dans le domaine des entreprises. Donc une vraie révolution. C'est une vraie révolution et c'est que le début. Et est-ce qu'on est prêt en termes d'IA défensive? Non. Donc globalement, il y a plein de projets, il y a plein de recherches. Nous, on travaille sur cette thématique-là et ça serait mentir que dire qu'on est prêt. On le sera, mais on a besoin de faire des expériences, des expérimentations avec des spécialistes du domaine de la tour de contrôle du centre de supervision pour avoir un maximum de données, d'apprentissage, pour nourrir, pour abreuver, par exemple, notre IA. Voilà. L'attaque est plus simple que la défense. D'accord. Mais Oui. par l'attaque, on peut défendre. Parce que quand vous avez le schéma d'attaque, ça vous permet de voir potentiellement les vulnérabilités et donc de mettre la colle, colmater les brèches. Ouais. Particulièrement passionnant, mais de ce que je comprends, voilà, l'IA, c'est pas que ChatGPT. ChatGPT, ça a popularisé Oui. pour le grand public, mais j'imagine que ça fait des années que des professionnels comme vous planchent dessus, notamment dans le secteur de la cybersécurité. On n'est pas les seuls à travailler sur ces sujets-là. C'est des projets qu'on a développés notamment en collaboration avec la Direction générale de l'armement. C'est des sujets de recherche où on était vraiment sur le fait de pousser des états de l'art et de se poser des questions de ce que ça allait donner, de travailler nos modèles, nos algorithmes. Et après, une fois qu'on en est arrivé là, au-delà du modèle, de l'algorithme, c'est la mécanique d'apprentissage, la structuration des données pour l'apprentissage. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et c'est notre avenir pour créer une solution, un produit qui, j'espère, sera le meilleur. Est-ce que vous pouvez rappeler, je vous prie de m'excuser, mais la DGA, qu'est-ce que c'est? La Direction générale de l'armement, excusez-moi. Voilà, donc qui dépend de l'État et qui... Du ministère des Armées. Voilà, et qui a un rôle à jouer a priori en cybersécurité, notamment. Bien sûr, puisque c'est notre sûreté et notre sécurité, et donc c'est la défense de la nation, donc c'est le rôle de l'armée. Ok. Donc c'est l'un des liens qu'on peut voir entre cybersécurité, finalement, et secteur régalien. Et il y a un des points qui est ultra positif, c'est que justement, le régalien, le ministère des Armées, investit énormément sur ces thématiques d'innovation et aide et accompagne les entreprises dans cette trajectoire-là. Le crédit impôt recherche est un sujet, mais les programmes rapides qui sont développés en partenariat avec des experts de la Direction générale de l'armement et des entreprises du secteur privé sont là pour ça, pour faire en sorte de pousser les états de l'art et d'aider l'innovation sur ces domaines. Alors on sait qu'aux États-Unis, par exemple, par le biais de la DARPA, tout un ensemble de sociétés ont pu bénéficier de certains financements pour l'innovation. Est-ce que vous diriez que la France, en tout cas l'État français en fait assez pour permettre un écosystème qui favorise l'innovation? Que ce soit, vous parliez d'incitation fiscale, là, non? Non. Aujourd'hui, on n'est pas assez compétitif. Et quand on voit ce qui se passe outre-Atlantique et même ne serait-ce qu'au Canada, les mécaniques de financement de l'investissement sont bien plus fortes, d'aide, d'accompagnement des entreprises à l'investissement dans le domaine de la recherche.
soyons sûrs d'une chose, c'est qu'ils se sont structurés tous sur le domaine de des hautes technologies, de l'innovation dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, pour être ultra compétitifs et d'injecter énormément d'argent dans cette économie pour aider et accompagner ces trajectoires d'innovation. Donc je ne dis pas que l'État ne fait rien, mais si on me demande si c'est suffisant, non, il faut faire encore plus et pousser des entreprises, des solutions, des produits pour que, comme ce que font nos amis outre-Atlantique, au niveau étatique, avec les entreprises du secteur privé, parfois ils réalisent des phases de test, des phases d'intégration de solutions de produits qui ne sont pas aboutis, mais qui aboutissent, qui sont financés par le secteur étatique et par de l'argent de l'État, et donc ce qui permet derrière d'avoir des rayonnements à ce moment-là. On n'est pas encore à ce stade-là au niveau français, mais on le sera peut-être un jour. Vous, vous êtes chef d'entreprise, donc vous embauchez a priori. Parfois vous virez, ça peut arriver. Mais en tout état de cause, vous êtes, je dirais, au fait de la question, a priori, de trouver des talents et de les garder notamment. Et ce qu'on comprend, en tout cas en préparant le sujet, c'est que derrière cette course à l'armement que vous avez décrite, il y a aussi une guerre des intelligences, finalement, puisque il y a certains chercheurs qui sont très connus en IA, mais pas que, il y a ceux qui ne sont pas connus. Et finalement, est-ce qu'on a en France l'écosystème qui permet de garder ces talents? Est-ce qu'on n'a pas un risque de fuite des cerveaux, notamment vis-à-vis des rémunérations? Vous parliez de la recherche. Alors, il y a la recherche quand on est en entreprise, mais on sait par exemple que les chercheurs en France sont peut-être moins payés qu'ailleurs, par rapport à certains pays concurrents, je dirais. Donc, est-ce qu'on met suffisamment le paquet là-dessus? Est-ce qu'on a l'environnement qui permet de garder ces talents? En fait, c'est une question qui me concerne directement, qui est ma responsabilité de savoir comment je fais pour les fédérer. Parce que la problématique économique, elle est là. Si les personnes qui travaillaient sur nos produits d'innovation, nos chercheurs, regardaient ailleurs, ils auraient changé tout de suite de job. Donc il y a quelque chose qui les anime. La passion, une croyance, une confiance. Je pense que c'est ces sujets-là qui font qu'ils restent. Après, il faut quand même se dire qu'on n'est quand même pas très aidé. Les charges, je mets un peu les pieds dans le plat, les charges patronales sur les salaires sont colossales. Alors, il y a des mécaniques en France qui permettent de bien vivre, on le sait tous, mais la sécurité sociale, ces sujets-là. Et le problème, c'est que quand ils regardent de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment au Canada ou aux US, ils peuvent être mieux payés, avec des niveaux de vie plus importants, un coût de la vie intrinsèquement qui n'est pas si conséquent que ça, et même des protections des assurances qui, quand ils mettent tout bout à bout, ils sont gagnants. Donc il faut qu'on soit inventif, qu'on trouve des solutions, qu'on les écoute et qu'on leur donne envie de se dire que c'est une aventure qu'ils sont en train de mener et qu'on a envie que ça soit sur le sol français et pas ailleurs. Parce que ça, c'est notre fierté nationale, et moi j'aime bien cette notion de fierté nationale. Et j'ai envie que ça émerge de la France, parce que je crois profondément au sujet, et je pense qu'on a énormément de choses à faire sur le territoire français. Moi, je suis un pur produit de la formation française, donc je sais d'où je viens et je suis très heureux de payer mes impôts en France. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de facilité en tant que chef d'entreprise pour mieux rémunérer mes collaborateurs sans que ça coûte trop cher à l'entreprise et que ça nuise à sa compétitivité vis-à-vis d'acteurs étrangers. Donc voilà les questions qu'on peut se poser. Maintenant, c'est à nous de faire le boulot commercialement, de travailler avec les bonnes personnes, les bonnes entreprises pour bien valoriser nos talents, parce que à la fin du mois, c'est grâce à eux qu'on travaille et qu'on mange tous autour de la table. Non, c'est passionnant. Le temps est passé très vite. Arthur Bataille, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. On aurait voulu vous avoir plus longtemps. Donc je vais finir par une dernière question, peut-être un peu d'ordre plus général par rapport à votre parcours. Quelles recommandations aimeriez-vous donner aux jeunes, par exemple, à ceux qui veulent soit entreprendre, que ce soit entreprendre en règle générale, ou entreprendre dans le secteur de la cyber? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de votre parcours d'entrepreneur, mais bon, il est quand même assez remarquable. Donc, quelles sont vos recommandations? Si vous deviez donner 2 conseils à mon cousin.
Déjà, de ne rien considérer comme étant acquis. On peut avoir un merveilleux diplôme, une merveilleuse formation, ça ne reste qu'un bout de papier et finalement, sa compétence et son expertise, elle n'est valable comme la cybersécurité qu'à un instant T. Et c'est parce qu'en fait, on l'entraîne qu'on finit par devenir compétent, performant et qu'on cultive cette compétence et cette performance. Donc, je trouve que le plus intéressant, c'est les gens qui évoluent vite. Et pas simplement juste le bout de papier, le diplôme qu'ils ont au début, au démarrage. Même si je suis un pur produit des mécaniques grande école d'ingénieur, je fais cursus prépa. C'est pas ça qui m'a rendu compétent. Et d'ailleurs, j'ai plein de lacunes et d'incompétences par rapport à d'autres que je peux côtoyer, d'autres personnes que je peux côtoyer, qui n'ont pas le même parcours que moi et qui pourtant sont brillantissimes d'un point de vue technologique et technique. Et heureusement qu'ils sont là pour travailler à mes côtés. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est qu'il ne faut rien considérer comme étant acquis. Le deuxième, c'est de pas d'accepter finalement un certain obscurantisme et que la connaissance, elle se trouve par soi-même. Il faut avoir cette curiosité d'aller chercher l'information et c'est ça la force et le côté magique d'Internet. Il faut être attentif parce qu'il y a la vérification de la provenance de la donnée et de l'information. Néanmoins, on peut trouver énormément d'informations, de cours, de sujets sur Internet. Et moi, c'était un peu mon rêve, c'était de créer une plateforme qui permettait de pouvoir avoir cette vision, d'aller chercher l'information, d'être, je vais utiliser le terme, mais Wikipédia de l'ingénieur, où l'information était vérifiée, contrôlée. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas sur Internet la même information que celle qu'il y a sur la plateforme, parce que c'est le cas. Mais en tout cas, on est sûr qu'elle est vérifiée, elle est contrôlée. Et moi, je crois que les personnes ne doivent pas attendre des professeurs d'avoir, entre guillemets, une diffusion de la connaissance et du savoir, mais d'être eux-mêmes les acteurs de leur formation et de leur montée en compétences et doivent accepter de se questionner, pas des moutons, finalement. Je crois que moi, je ne suis pas un mouton, mais c'est ma vision. J'aime pas faire comme les autres et moi, j'essaie de m'entourer de gens qui sont capables de me dire que j'ai tort, parce que j'ai souvent tort, et de questionner, de challenger les idées, c'est ce qui nous fait avancer. Ok, bah écoutez, on retiendra le conseil, donc ne pas en faire trop sur le diplôme, même si ça reste important, Oui. ne pas se reposer sur ses acquis en tout cas. Et puis, en effet, tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas forcément vrai, mais il y a beaucoup de choses vraies quand même. C'est vrai. Voilà, et il y a de quoi. Voilà, et oui. Et il y a de quoi se former. Donc on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Arthur Bataille pour votre présence et pour vos éclairages. Pour notre public, je vous remercie évidemment de votre présence. Je vous invite à mettre un pouce bleu pour si vous avez aimé ce contenu et à vous abonner en cliquant sur la cloche. C'était Le Cercle, une émission Risque Intel Média. Et je vous dis à bientôt.